Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi pour Abuja au Nigeria pour une visite de travail et d'amitié. Son retour est prévu en fin de journée. Vous saurez tout sur le programme du séjour du chef de l'État en tout début de journal. La campagne principale du cacao 2017-2018 est ouverte depuis le 1er octobre dernier. Prix Borchamp, 700 francs CFA. Pour éviter que certains producteurs sortent clandestinement leur production du pays, le Conseil Café Cacao a entrepris une tournée de sensibilisation pour contenir d'éventuelles fuites du cacao. Au Kenya, c'est toujours l'attente des résultats de l'élection présidentielle bis organisée jeudi. La commission électorale annoncera ce lundi si un vote dans 4 comtés de l'Ouest où le scrutin a été annulé pour cause d'insécurité sera ou non de nouveau organisé. Je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 30 octobre pour Abuja, au Nigeria, où il effectuera une visite d'amitié et de travail. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec son homologue nigérian, son Excellence M. Muhammadu Buhari, sur les relations et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que sur les questions relatives à la sous-région et au continent. Le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Le chef de l'État est annoncé le 2 novembre à Soubré pour l'inauguration du barrage qui vient d'y être construit. Un ouvrage important, fruit de la coopération Chine-Côte d'Ivoire. Pour sa réalisation, le barrage a mobilisé plus de 5000 employés de plusieurs nationalités avec, bien entendu, des Ivoiriens. Et justement, nous en avons rencontré pour vous 3 jeunes Ivoiriens, chacun expert dans son domaine. Ils ont contribué à la réussite du projet. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Site provisoire du projet de construction du barrage de Soubré, à 3 km du centre-ville. Ce matin, petit briefing entre Maxime, le chef de mission, et 3 de ses collaborateurs. Tu te souviens, non, dans cette zone-là, il y a eu des agressions, ça a été un peu difficile. Maxime, 37 ans, est la cheville ouvrière du projet de construction du barrage de Soubré depuis la pose de la première pierre en 2013. Il en a vécu toutes les étapes. Ça n'a pas été évident. Hein, vous savez, la maîtrise de la gestion des populations, la contrainte, je dirais, technique sur le terrain, l'évolution, l'environnement. Malgré tous ces blocages, malgré toutes ces difficultés, on a toujours su se mettre au devant avec l'appui de l'État pour que cette œuvre-là devienne réalité aujourd'hui. Ingénieur des travaux publics formé à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Maxime a déjà travaillé sur les barrages de Bio et Ayamé. Mais Soubré reste incontestablement son plus grand projet. Un challenge qu'il mène avec son équipe d'une 15aine de personnes. À l'issue de ce transfert de compétences réussi, à travers cet ouvrage réalisé, on peut confirmer que la Côte d'Ivoire dispose d'ingénieurs bien compétents qui sont capables d'assurer la supervision d'un tel ouvrage en tant que tel. Chaque spécialité ici, selon ses compétences, dans son corps de métier, fait tout pour que tout blocage, toute contrainte puisse être levé assez rapidement pour que le chantier avance. Une sorte de Dream Team que Niel Nagnon a intégré en 2015. Formée elle aussi à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Koulibaly Niel Nagnon est l'une des rares femmes à travailler sur le projet du barrage de Soubré. Je suis chargée de superviser tout ce qui est travaux d'évacuation d'énergie. Entendre par évacuation d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est lignes et postes liés au projet Soubré. On prouve encore une fois que la technique et les femmes, c'est compatible. Et je suis vraiment à l'aise dans ce domaine dans lequel je suis sortie technicienne de formation ingénieur. Vu la formation de base, tout s'est bien passé avec l'équipe qui était en charge des travaux. Et voilà, aujourd'hui, ça donne le résultat qu'on a. Chaque jour qu'elle passe sur ce projet est pour cet ingénieur spécialisé en ligne et poste un motif de fierté. Ce projet d'envergure, vu la capacité que ça apporte et vu les ouvrages que ça a nécessité pour la construction, je pense que c'est une très belle expérience pour ma carrière. Je suis très fière en tant que femme d'avoir supervisé ces travaux. Fierté et reconnaissance, ces mêmes sentiments sont partagés par Alphonse Quadio, employé de la société chinoise Sino Hydro, l'exécutant des travaux de construction du barrage de Soubré. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il y avait un problème de langue.
et parlaient le chinois. Bon, quelques-uns parlaient un peu l'anglais. Vraiment, je peux dire que je suis chanceux. Parce que beaucoup sont venus avec des dossiers, ils n'ont pas été appelés. Travailler sur un grand projet, ce n'est pas du tout facile. Mais avec le courage, on a pu faire quelque chose. Un jour, je dirais à mes enfants, j'ai participé à la construction du barrage de Soubré. Alphonse est assistant topographe. Diplômé en informatique, il a été formé au métier de topographe par son employeur. Il travaille sur le projet depuis 2013. La connaissance, en tout cas, je l'ai eue ici. Vous voyez là, je vais prendre le niveau au niveau de la route. Les 16 ans d'appareil, c'est très rare de voir ça à l'école. Mais ici, on a à peu près tout ce qui peut permettre à un topographe d'être vraiment un grand topographe. Nous avons ça ici. La société chinoise a formé quelques 34 supérieurs ivoiriens et près de 1000 autres diplômés aux différentes compétences adaptées à la construction du barrage. Comme Alphonse, Niel Nagnon et Maxime, ce sont 2500 jeunes ivoiriens qui ont travaillé sur le projet du barrage de Soubré. Un travail accompli en bonne intelligence avec le partenaire chinois, ce qui a valu au projet d'être largement en avance sur ses délais de réalisation. L'ouvrage devait être livré en 56 mois, il a été en 48 mois. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. La campagne principale du cacao 2017-2018 est ouverte depuis le 1er octobre dernier. Et cette année, le prix Borchamp est fixé à 700 francs CFA contre 1100 francs à la même période en 2016. Ce qui pousse certains producteurs à sortir clandestinement leur production du pays. Ce que combat le Conseil Café Cacao. Et pour être plus efficace, le directeur général adjoint du Conseil, chargé de la commercialisation interne, a entrepris une tournée de sensibilisation à Aboisseau et à Bengourou pour contenir d'éventuelles fuites du cacao. Noël Niagno nous fait le point de cette tournée. À Aboisseau, la capitale de la région du Sud Komoué. À Bengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié Guablin. Deux capitales régionales stratégiques pour la lutte contre une éventuelle fuite du cacao ivoirien pour raison de différentiel des prix pratiqués en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le prix Borchamp que nous avons fixé chez nous, qui est à 700 francs CFA, est en décalage avec le prix qui a été fixé dans le pays voisin qu'est le Ghana. Comme on le voit, le différentiel incite au trafic, surtout que la nature est un facteur incitateur. Moi, ma plantation est à Camp et ma plantation touche la frontière. Il faut donc sensibiliser les producteurs contre cet état de fait, préjudiciable à l'économie ivoirienne. Le cacao pèse 10% du produit intérieur brut, 40% des recettes d'exportation et la Côte d'Ivoire offre à elle seule 40% au marché mondial. Sur 2 jours, Edouard Nguessan Kouassi, directeur général adjoint du Conseil Café Cacao en charge de la production, et ses collaborateurs ont décabossé tout l'environnement de la commercialisation interne. Échangé des heures durant, à chaque étape, avec les producteurs, les dirigeants de coopératives, le corps préfectoral d'Aboisseau d'abord, puis d'Abangourou ensuite, pour s'accorder sur les mesures à arrêter, les stratégies à mettre en place et les engagements à prendre pour contenir le flot qui ternit l'image de marque de ces capitales régionales. Et pourtant, l'année dernière, lors de la petite campagne, nous avons intercepté un camion dont les propriétaires, après enquête, nous ont révélé qu'il venait de Divo. C'est-à-dire que d'autres zones de production traversent même Abidjan et reviennent vers l'est ici, qui a des frontières un peu plus poreuses. S'agissant des mesures prises, il a été décidé de l'interdiction de la remontée des produits d'ici au 31 décembre prochain et la fermeture des magasins des zones frontalières. Les magasins doivent être fermés pour éviter que les trafiquants stockent leurs productions et les font partir par petites doses. Au niveau de la délégation régionale du Conseil du Café Cacao, nous avons pris une note pour interdire la remontée du cacao refoulé au niveau des usines de conditionnement à Abidjan pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Le préfet de Bétier a pris sur lui d'ouvrir le pont à la circulation pour raccourcir le trajet du transport des produits sur Abidjan. La stratégie, quant à elle, se décline en ceinture impliquant tous les acteurs et les forces de défense et de sécurité des différentes régions. Il y a un premier cordon de sécurité qui est fait par les producteurs à travers les coopératives. Deuxième cordon, ce sont les forces régulières, les forces de défense et de sécurité. Troisième, il y a la douane,
qui est pratiquement à la frontière, qui est également un cordon. Maintenant, il y a l'administration. Nos agents du Conseil Café Cacao, les agents de l'ANADER, du ministère de l'Agriculture, qui vont nous aider également à être un cordon. Et on leur a dit, vous êtes des civils, si vous avez des informations, vous donnez des informations aux forces de l'ordre pour qu'on puisse les rater. Point culminant des rencontres, les engagements pris par les forces de défense et de sécurité et le corps préfectoral. Au niveau de la douane prendra ses responsabilités. Eux-mêmes ont confirmé qu'ils vont aller directement sur le terrain et fouiller. Bon, au niveau de la gendarmerie, la police et autres, ils sont prêts pour pouvoir aider le gouvernement. Une somme de dispositions qui sont de nature à freiner le mal et favoriser le bon déroulement de la campagne avec respect du prix Borchamp, 700 francs CFA. Reportage signé Noël Niagno. Un conflit foncier opposait depuis 3 décennies 2 villages de la Bagoué, Tabakoroni et Ponankele. Mais depuis vendredi dernier, cette page est tournée, définitivement tournée, cela grâce aux efforts conjugués des autorités locales et de Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication et cadre de la région. Reportage Léon Brou, RTI Boaké. Voici les poignées de main de réconciliation entre Tabakoroni et Ponankele. Par ces accolades, les chefs de ces 2 villages dans le département de Kouto engagent leur population à la cohabitation pacifique. Tout le monde doit respecter les bornes. Celui qui doit dépasser les bornes pour aller vers Tabakoroni, c'est le Ponankele qu'il a demandé aux gens de Tabakoroni. Celui qui doit dépasser les bornes du côté de Tabakoroni pour aller vers Ponankele qu'il a demandé. Voilà, ben fini. Nous sommes contents. Nous allons fêter pour que tout le monde s'entende. Célébrer la paix retrouvée, normale, car de 1985 à 2017, un conflit a opposé ces 2 villages pourtant liés par les mêmes valeurs et richesses. Résultat, 2 morts et de nombreux blessés dans les rebondissements de ce mois d'octobre. À l'origine, le non-respect par les populations des limites de leurs terres, pourtant naturellement représentées par ces collines. L'engagement public à s'y conformer désormais, pas suffisant donc pour assurer autorités locales et porte-parole du gouvernement. Le travail du chef, c'est de guider son village dans la sagesse. S'il ne veut pas rentrer dans la logique du gouvernement, on peut le démettre à tout moment. Sachez ça. Et ce n'est pas le cadre même qui va nous empêcher de le faire. À partir du moment où les délimitations ont été faites, qu'il n'y a pas de contestation, nous ne voulons plus revenir sur la délimitation. Donc si demain il y a un problème encore, celui qui aura ignoré cette délimitation, c'est celui-là qui aura été à la base du problème. Donc c'est celui-là qui sera sanctionné. La paix entre Tabakoroni et Ponankele, le résultat d'un règlement amiable conduit par 3 parties, corps préfectoral, chef coutumier et comité départemental de gestion foncière. Le tout sous l'impulsion du ministre Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement pour assainir par la réconciliation les bases du développement de Kouto, tel que prôné au plan national par le président Alassane Ouattara. Venons-en maintenant à cet atelier de plaidoyer sur la mise en place d'un mécanisme de médiation militaire tenu ici à Abidjan. Cette rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer et le Bureau du médiateur de la République a porté sur la gestion des conflits dans les casernes. Les précisions d'Abou Sanogo. Un atelier de plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme de médiation militaire en Côte d'Ivoire. L'enjeu est de susciter une réflexion générale chez les autorités militaires ivoiriennes et d'aboutir à la mise en place d'un mécanisme de médiation pour les forces armées, en collaboration avec le médiateur de la République. La rencontre vise la promotion de bonnes pratiques de médiation et de gestion de conflits dans les casernes. La médiation consiste à prendre en compte les droits bafoués et à les résoudre sans que l'une ou l'autre des parties perde son autorité, sans que l'une ou l'autre des parties ne se retrouve pas encore en cohérence avec celle avec qui le litige ou le conflit a pu émerger. C'est le temps d'aller vers les militaires pour les faire parler, pour connaître leurs problèmes, pour voir comment on peut les aider, les comprendre, leur apporter des solutions. Cette réflexion sur les besoins de renforcement des capacités des institutions des médiateurs de la République et des chefs militaires à traiter les réclamations et à gérer les conflits dans le secteur de la sécurité apparaît donc urgente et nécessaire. L'initiative de ce plaidoyer qui veut que
qu'on mette en place une médiation pour l'armée est bienvenue. Et ça sera salutaire. Ça permettra aux uns aux autres de mieux comprendre qu'il existe un système qui permet à l'ensemble des personnels, lorsqu'ils ont des situations, d'avoir des recours. Et lorsque ces recours n'ont pas pu aboutir à la résolution de leurs problèmes, que la médiation peut effectivement les aider. Aumôniers militaires, partenaires techniques et financiers du secteur de la sécurité, Inspection générale des armées et les différents commandements ont été formés sur les droits de l'homme et l'armée, la médiation et la gestion des conflits dans les casernes. Le mécanisme de médiature apportera quelque chose de nouveau à l'armée, encore en quel terme, pour que le militaire puisse parler, pour qu'il puisse dire ses sentiments, pour que ces sentiments puissent être pris en compte par l'autorité militaire et étatique. L'Institut des médiateurs pour les forces armées ou médiateurs militaires est un mécanisme indépendant ayant pour mission la surveillance, le contrôle et le règlement par la médiation des litiges concernant les personnels du secteur de la sécurité et des forces armées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 1er novembre 2017, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Un mot de santé dans ce journal, et c'est à Dimbokro que je vous amène. Dimbokro, où le CHR a réussi à faire monter le taux de fréquentation de son service gynécologie pour les femmes, spécialement les femmes enceintes. Elles sont suivies depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et la petite enfance de leur progéniture. C'est donc le prix d'une politique de communication basée sur la sensibilisation et d'autres moyens, notamment l'organisation du concours du plus beau bébé, ce qui suscite la mobilisation des femmes et leurs époux. Eugène Atoubé. Dans les bras de ces mamans, les 10 plus beaux bébés de l'année 2017, selon les autorités sanitaires du CHR de Dimbokro. Ces tout mignons ont entre 0 et 2 ans. Parmi ceux-ci, bébé Ousoumiembo, né de maman Eouma Asso le 21 octobre 2016 à l'hôpital de Dimbokro, a été déclaré le plus beau des plus beaux. À travers les félicitations que reçoivent leurs mères respectives, les 10 bébés les plus beaux de Dimbokro ont été honorés. Un excellent cadre aussi pour exhorter les femmes à fréquenter les établissements sanitaires, surtout s'y rendre pendant leur grossesse jusqu'à l'accouchement et la petite enfance. Malgré les efforts de gratuité pour les vaccins, nombreuses sont les mères qui ne sont pas encore à jour de leurs vaccins, ni ceux de leurs enfants. Un enfant ayant tous ses vaccins à jour est protégé contre des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, le tétanos. Les hommes aux côtés de leurs femmes, lors de ce moment de fierté doublée de joie, ont été appelés à soutenir celles-ci, de sorte que les femmes aient accès à toutes les prestations qui ont trait à la grossesse, à l'accouchement et à la protection de la petite enfance. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que les mamans ne respectent pas leur rendez-vous de consultation prénatale et de vaccination. Le concours du plus beau bébé, c'est une façon de récompenser toutes les mères qui arrivent, qui ont tous les vaccins à jour, qui respectent leur rendez-vous de consultation prénatale, qui ont tous les examens au complet. Et parfois, celles-mêmes qui sont accompagnées par leur mari. Le CHR de Dimbokro, à travers son service de gynécologie obstétrique, fait beaucoup de sensibilisation. De janvier à septembre 2017, 1032 femmes enceintes ont été reçues en consultation. 6 d'entre elles ont reçu des prix et des cadeaux. Juste récompense, le CHR de Dimbokro a obtenu le prix Hôpital Ami des bébés, édition 2017, décerné par le Programme national de nutrition soutenu par l'UNICEF. Éducation. Adama Koné aide les parents d'élèves du Kabadougou à faire face aux charges scolaires, à la formation et à l'éducation des enfants. Le ministre de l'Économie et des Finances, par ailleurs cadre de la région, vient d'offrir 900 kits scolaires aux élèves du primaire de la région. Le témoignage de Godefroy Okambawa et Cheikh Koné. Un grand soulagement pour les parents d'élèves du Kabadougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, fils de la localité, a offert 900 kits scolaires aux écoliers du primaire pour cette rentrée scolaire. Il s'agit pour le donateur d'aider les parents confrontés à des difficultés financières à faire face aux charges et également faire de l'école pour tous une réalité dans la région. Convaincu que c'est par l'école
socle de tout développement que s'acquièrent les fondamentaux de la vie, à savoir l'éducation et la formation. Il est aujourd'hui de l'autorité publique que nous sommes dans un monde de plus en plus exigeant, tourné résolument vers le progrès. Dans cette dynamique, seuls les hommes et les femmes bien formés seront appelés à relever les défis que nous impose les exigences du développement. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Otiéné, Nafo Koulibaly, a pour sa part exprimé sa gratitude aux donateurs. Composés de livres, de cahiers, cartables et de matériel géométrique, ces kits seront distribués également aux apprenants des localités de Tiémé, Samatigila et de Samago. Et du côté de Daloa, dans la cité des Antilopes, ce sont plus de 200 élèves du secondaire privé issus de familles à faible revenu qui voient leur année scolaire sauvée. Ils viennent de bénéficier de prise en charge scolaire. C'est un don des autorités municipales. On retrouve Konaté Ngana. Ce sont plus de 200 prises en charge scolaires qui ont été distribuées aux familles démunies de la cité des Antilopes. Des prises en charge qui visent à manifester la solidarité du conseil municipal envers les nécessiteux. Je suis très heureux ce matin parce que j'ai pu avoir une prise en charge pour ma petite sœur. Et je tiens à remercier le maire Samba Koulibaly et tous ses collègues, surtout le conseil municipal qui ne mène aucun effort pour donner cette joie-là à tous les parents qui sont un peu défavorisés et qui permet à ces enfants-là aussi de regagner les classes comme leurs camarades. Je remercie la mairie de m'avoir donné le bon de charge scolaire. Ça me permet d'aller à l'école. En plus des prises en charge scolaires, la mairie de Daloa a aussi remis 280 tables bancs à la direction régionale de l'éducation nationale du Haut-Sassandra. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle en est heureuse que la mairie nous tende la main en cette période difficile de la rentrée. Nous avons un besoin plus qu'urgent en table banc. Donner des bancs, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, en tant que géographe, c'est réussir à meubler l'espace vide dans nos classes. C'est-à-dire, donner des bancs, c'est réussir l'éducation des enfants. Donc, quand l'enfant est bien installé dans son espace, son enseignement, il va bien recevoir ça. Des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA qui permettront de soulager la famille de l'éducation nationale qui en avait réellement besoin. C'était la correspondance de Ngana Konaté. Ici, à Abidjan, dans la commune de Marcory, l'Union des Français de l'étranger vivant en Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de planting d'arbres. Une action qui a vu la participation du ministre des Eaux et Forêts. Alain Richard d'Envailly souhaite que de telles initiatives se multiplient sur l'ensemble du territoire national. On en sait plus avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire souffre de la dégradation de son couvert forestier. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moins de 3 millions d'hectares. La reconstitution de ce couvert forestier, devenu indispensable, suscite l'adhésion de tous, notamment de bonne volonté. L'Union des Français de l'étranger vivant en Côte d'Ivoire a initié une cérémonie de planting d'arbres dans la commune de Marcory. Moi, je suis natif de ce pays et je suis parti pendant longtemps, 27-28 ans, et en revenant au pays, je n'ai pas retrouvé les grands arbres qui ornaient mes chemins. L'horizon s'est dégagé, tout est clairsemé, et là j'ai pris la mesure de ce que nos forêts disparaissent progressivement. Alors j'ai voulu mener une action, susciter, éveiller chez les jeunes générations, chez les générations actuelles, des actions positives en faveur de l'environnement. Nous avons une ville qui se développe au maximum, qui devient très belle, etc., mais de moins en moins verte. Or, la nature, c'est ce qui nous fait vivre depuis toujours. Et cette ville qu'on aimait tellement, qui est notre ville, dans laquelle on est né, dans laquelle on a vécu, etc., on la trouve de plus en plus envahie par le béton. Donc on a voulu réagir. Une action soutenue par le ministre des Eaux et Forêts. Il est bon de replanter notre ville, replanter Abidjan et puis tous les centres urbains que nous avons. Il serait bien que l'on ait des forêts à l'intérieur de nos villes. Donc c'est un exemple que nous sommes en train de donner. Nous espérons que les Ivoiriens vont emboîter le pas et puis continuer à planter tous les jours et surtout ne pas détruire nos arbres. Avec pour thème un arbre pour la Côte d'Ivoire, le projet a bénéficié de l'appui de la Fondation Sundele Conan, une fondation qui œuvre pour la défense de la forêt.
La coopération Côte d'Ivoire-Chine va au-delà du pont de Soubré. Elle a lieu également dans le domaine de la pâtisserie. Les professionnels ivoiriens de la pâtisserie renforcent leurs capacités. Ils se forment auprès des experts chinois du secteur qui ont décidé de s'investir dans le métier de boulangerie et de pâtisserie en Côte d'Ivoire. On retrouve Abou Sanogo. La Chine apporte son expertise aux professionnels ivoiriens de la pâtisserie. D'où une formation qui vise à leur donner la technicité et à redynamiser le secteur de la pâtisserie ivoirienne. Nous avons, en partenariat avec la Chambre de commerce de Shaogang en Chine, déplacé les spécialistes de la pâtisserie pour permettre à nos pâtissiers de Côte d'Ivoire d'être à la hauteur de la nouvelle technologie et des nouveaux outils d'utilisation de la pâtisserie. La Côte d'Ivoire qu'ils ont choisi, parce qu'au mois d'août, ils ont venu visiter la Côte d'Ivoire. Ils voient que le développement est très rapide par rapport à la Chine quand il y a 20 ans et 30 ans, parce qu'il n'y a pas de pâtisserie non plus. Mais là, la Côte d'Ivoire, c'est un ressort, quoi. Et c'est ça qu'ils ont décidé de passer par le réseau pour venir installer à Côte d'Ivoire. Le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a traduit à la Chine la reconnaissance et la gratitude du gouvernement ivoirien. Quant au responsable du lycée hôtelier, il s'est réjoui de cette formation au profit des pâtissiers. Ce genre de rencontre va permettre à nos formateurs et aux pâtissiers de Côte d'Ivoire en général d'avoir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances et faire profiter la population abidjanaise des produits de qualité. La Chine est un grand pays. Je ne pensais pas jusqu'à maintenant qu'en matière de pâtisserie, la Chine prévoit de tels produits. En tout cas, j'ai aimé les produits que j'ai dégustés. Outre la commune de Cocody, la formation s'est étendue aux communes de Yopougon, Abobo et Benjeville. D'autres projets sont annoncés au profit des pâtissiers. La Chine compte s'impliquer davantage dans la formation des cadres ivoiriens dans d'autres secteurs d'activité. Après cette dégustation, Fronon, rendons-nous donc dans la région du Hambol où Fronon lance la collaboration avec l'ONG Convergence culturelle. Le Festimandja au rendez-vous pour la promotion du riche patrimoine culturel du terroir. Le Festimandja est présenté officiellement aux populations. Reportage Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Mandja signifie en langue tagbana « j'étais battu ». Ce thème désigne aussi une célèbre danse de réjouissance guerrière du terroir de ce peuple, pratiquée autrefois dans les villages. Malheureusement, cette danse et bien d'autres sont en voie de disparition. Pour ne pas en arriver là, la commune de Fronon lance la première édition du Festimandja. Il sera piloté par des professionnels de la culture. En installant ce festival à Fronon, ce sera l'opportunité de donner à cette ville de se faire connaître à travers le pays et puis de vivre également, d'avoir les mêmes chances que la ville de Katoura. Un festival qui fera renaître Fronon. Nous allons faire encore des sensibilisations au niveau des différents quartiers et même en dehors de la commune. C'est une opportunité pour Fronon. Un cadre du handball sera le garant moral de ce rendez-vous culturel. Je pense que c'est une bonne action qu'ils sont en train de mener et il faudrait que nous l'encouragions. À la présentation du Festimandja, le corps préfectoral et les forces vives du handball ont répondu présent. Tout ce qui est entrepris ici pour promouvoir ce que nous avons d'authentique, eh bien, cela fait partie de nos priorités. La première édition du Festimandja est prévue le samedi 4 novembre 2017. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Les abords de la ville de Batangafo dans le nord de la Centrafrique connaissent un regain de tension depuis quelques jours. Des affrontements ont éclaté mardi 24 octobre entre des éléments de l'ex-Seleka et un groupe d'autodéfense dans un village au nord-ouest de la ville. Au moins 6 personnes auraient été tuées, mais la zone est très difficilement accessible et les affrontements se poursuivent. Au Kenya, le compte à rebours est toujours en cours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle bis organisée jeudi et dimanche soir. Hier, donc 29 octobre, la commission électorale a annoncé qu'il lui manquait les résultats de seulement quelques circonscriptions. Elle annoncera ce lundi 30 octobre si un vote dans 4 comtés de l'Ouest, bastion de l'opposition où le scrutin a été annulé pour cause d'insécurité, sera ou non de nouveau organisé. Dans le même temps, d'autres batailles sont en cours, notamment sur la question de la participation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.